Bonsoir Mickaël Kor. Bonsoir. Vous êtes journaliste à la cellule enquête au journal La Croix et vous signez le plus long article jamais réalisé par votre journal. Voilà, 40 pages cette semaine. Vous vous êtes plongé pendant un an au cœur d'un commissariat à Roubaix, c'est-à-dire dans La Croix l'Hebdo. Comment se passe votre arrivée, Mickaël Kor? Est-ce que vous avez pu suivre les policiers absolument partout ou est-ce que vous êtes resté dans le centre du commissariat? Alors non, mes autorisations me permettaient de suivre les policiers sur la voie publique. Donc je montais, je descendais des voitures sérigraphiées ou avec la brigade anticriminalité. Mais j'avais aussi des autorisations du parquet, donc de la procureure de Lille, qui me permettaient de suivre les auditions, de suivre aussi d'autres actes d'enquête, les autopsies par exemple. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé pendant cette année d'immersion ? Énormément de choses parce que j'ai une vingtaine de chapitres et j'ai essayé d'écrire à chaque fois sur ce qui me frappait le plus concernant des problématiques d'actualité, les rodéos urbains, les émeutes, le tir au mortier, le contrôle, enfin à chaque fois d'essayer d'amener des nouvelles choses. Je dirais que ce qui m'a peut-être le plus marqué, c'est concernant les découvertes de cadavres. Alors on se doute que des policiers découvrent des cadavres. Ce que je ne savais pas, c'est que parfois ils peuvent passer plusieurs heures, jusqu'à 5-8 heures, en présence d'un cadavre dans un appartement, parce que tout le monde fait le constat qu'on manque de médecins aujourd'hui en France, mais seul un médecin peut constater le décès d'une personne. Et tant que le médecin ne s'est pas libéré pour se déplacer, eh bien en fait les policiers attendent dans la pièce avec la personne qui par exemple vient de se suicider. Et vont être mobilisés pendant des heures. Oui. Vous étiez à leur côté à ce moment-là. Exactement. D'ailleurs, c'est l'une des choses qui m'a beaucoup intéressé, c'est le rapport des policiers à la mort. Je raconte une première autopsie dans ce travail et je la raconte. Première pour vous aussi. Alors c'est ma première autopsie, mais je raconte cette première autopsie à travers les yeux d'Éric qui a 20 ans. Et qui voit pour la première fois une autopsie. Et ça me permet de comprendre une phrase que m'avait dite une fois, il y a plusieurs années auparavant, une psychologue clinicienne qui m'avait dit « Le rapport à la mort, en fait, pour les policiers, il est effractant pour le psychisme. » Ça a l'air compliqué, mais ça l'est pas. C'est-à-dire que ça cambriole la tête, en fait. C'est-à-dire ce rapport à la mort, c'est la mort que l'on voit, c'est sa mort potentielle, c'est la mort qu'on annonce à des proches après un accident de la route. Et ça, c'est vrai que c'est des missions qui arrivent, c'est des missions de police-secours qui arrivent très très vite à la sortie de l'école. Et là, vous décrivez un policier qui a à peine 20 ans. Le rapport à la mort qui surgit, comme vous le dites, extrêmement tôt, sans forcément qu'ils y soient si préparés que cela. Et d'ailleurs, ce rapport à la mort, il existe aussi du côté du mal-être des policiers. On sait que la réalité des suicides est une réalité extrêmement grave. Parmi les policiers, ce matin, une association de prévention comptabilisait 6 suicides depuis le début de l'année, 4 seulement ces dernières 24 heures. C'est quelque chose qui fait partie aussi du quotidien des policiers que vous avez interviewés. Oui, tout à fait. Je raconte une scène terrible où, en fait, quand je disais que les policiers, c'est eux qui s'occupent des cadavres, c'est une banalité, mais c'est également eux qui s'occupent des cadavres de leurs collègues. Et ça, on l'imagine moins. Donc, il y a un témoignage absolument terrible dans cette enquête. Moi, je me suis beaucoup intéressé aussi à ce qu'on leur demande. Quels ordres est-ce qu'ils reçoivent, voilà. Et ça explique pas les suicides, parce que comment on explique un suicide, c'est toujours énormément de causes, mais en tout cas ça donne une idée de ce qu'ils vivent et de la difficulté de ce qu'ils vivent, voilà. Avec des situations toujours quand même extrêmement complexes, parfois extrêmement violentes. On parle bien sûr de la violence du métier au quotidien. Bon, il y a la question des bavures policières aussi, mais le manque de moyens pour ces policiers-là. On vous suit, vous, absolument partout, trafic de voitures, trafic de drogue, vous contrôlez des fichiers S dans des affaires de terrorisme, des violences conjugales, et vous allez jusqu'à assister en direct d'ailleurs à une perquisition pour trafic de drogue dans une famille où finalement c'est du trafic quasiment de mère en fils. Est-ce qu'il vous a semblé que la police était débordée ? Alors, la police est à la fois débordée et en même temps c'est normal. C'est normal. Vous prenez par exemple les perquisitions. Quand vous en voyez une, au début, tout est extraordinaire. Vous voyez une colonne du raid qui fracture une porte, etc. Donc au début, vous avez envie de raconter ça, cet extraordinaire-là. Et en fait, vous vous rendez compte que... ça, vous l'avez vécu ? Oui, je l'ai vécu 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et ce qui permet, en fait, ce que je raconte dans l'enquête, c'est absolument pas la porte qui explose. C'est pas une enquête dans laquelle on court, on interpelle des gens. Non, ce que je décris dans l'enquête, c'est par exemple l'enfant de cette famille-là, qui a 8 ans, qui
a sa petite capuche avec ses petites oreilles de chat et qui regarde ses parents qui trafiquent de l'héroïne en train de se faire interpeller. Et cet enfant-là, je l'ai vu 1 fois, 2 fois, 3 fois. La rue dans laquelle il y a cette perquisition dont vous parlez, je suis intervenu dans 3 maisons de cette rue avec des policiers. Alors moi, quand je dis intervenir, ça consiste à rester dehors parce que j'avais pas le droit de rentrer pendant les perquisitions et à regarder ce qui se passe. Donc c'est-à-dire que j'y suis allé pour 3 affaires différentes, une de violence conjugale et 2 affaires de drogue. Donc en fait des choses qui ont l'air extraordinaires et où on se dit mais la police doit mobiliser, mettre tous ses moyens là-dessus. En fait ça arrive tout le temps. Pour les policiers, c'est une forme de banalité et c'est une banalité de le dire, mais je trouve que ça va mieux en le disant. La police ne peut pas réparer la société. La police ne va pas résoudre ces grandes problématiques sociales. Elle est là pour en fait contenir ce qu'elle peut contenir, sélectionner une partie de la délinquance. Alors on peut l'aider à la sélectionner en fonction de ce que la société lui demande. Si on décide par exemple que les violences faites aux femmes sont un scandale plus grand que les autres scandales, faut qu'elle mette le paquet là-dessus et c'est ce qu'on lui demande aujourd'hui et c'est bien normal qu'une société ait aussi une prise là-dessus, mais elle ne pourra pas tout faire. Ce que vous dites, c'est que la police doit choisir finalement. Vous écrivez, la police n'est pas là pour faire baisser la délinquance, mais la contenir. Bien sûr. Sur les violences conjugales, après le confinement de 2020, il y a eu une augmentation dans la région, dans le nord, en fait, des violences. Pas loin de Roubaix, donc. Pas loin de Roubaix, voilà. Donc pas tellement en nombre, mais en intensité. Et en fait, il y a eu une brigade des violences conjugales qui s'est créée, 12 enquêteurs, plutôt des enquêtrices d'ailleurs. Aujourd'hui, elles en sont à 1200 dossiers par tête. Parce que la procureure de Lille demande maintenant aux policiers de l'agglomération, maintenant je ne veux plus que vous demandiez à une personne victime de violence, à une femme victime de violence, si elle veut porter plainte. Si vous voyez une femme par exemple avec un bleu quand vous rentrez dans un appartement, vous renseignez tout ça sur une main courante et moi je poursuivrai immédiatement, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Donc ce que demande la victime n'est plus la première chose. Donc ça c'est son choix, c'est une politique pénale. Mais le résultat de cette politique, c'est qu'aujourd'hui... De suivi particulièrement. De suivi, on a des enquêtrices on a 2 enquêtrices des violences conjugales qui ont craqué psychologiquement cet été. Il faut les imaginer, quand je parle de 100 dossiers par tête, ça veut dire que leur travail c'est, j'arrive le lundi matin et j'ai 100 types qui tapent sur des femmes, c'est quoi ma priorité ? Voilà, c'est ça leur travail. Et alors, vous dites en même temps que doubler le nombre de policiers, on voit que la question de la sécurité s'est largement invitée dans la campagne maintenant depuis plusieurs mois. Doubler le nombre de policiers, comme l'a proposé par exemple Emmanuel Macron, ce ne serait pas, selon vous, et peut-être selon d'ailleurs aussi certains policiers que vous interviewez, la solution. Pourquoi ? C'est une réflexion que je me fais dans le récit quand on est en train de ramener au commissariat un détenu d'une maison d'arrêt qui a 1 heure, donc c'est 2 heures aller-retour. Parce qu'en fait ça c'est des missions qui incombent aux policiers, ou amener par exemple un détenu chez l'orthodontiste, ou s'il a une urgence. Ça incombe aux policiers. Mais parce qu'en fait c'est des moments où ils peuvent s'évader, donc il faut du personnel formé, il faut du personnel. Et donc en fait si vous doublez le nombre de policiers, ce qui va se passer c'est qu'ils vont interpeller plus de personnes. Ensuite ça veut dire qu'il faut doubler aussi, donc là doubler le nombre de policiers sur le terrain comme on le demande. Oui. Ça veut dire qu'il faut aussi beaucoup plus de policiers pour traiter judiciairement ces personnes qu'on a attrapées sur le terrain. Ensuite, il faut plus de magistrats pour traiter judiciairement ce que les premiers policiers ont traité judiciairement. Ensuite, il faut plus de places de prison, parce qu'il y en a quelques-uns quand même qui vont finir en prison. Il faut plus de surveillants. Et puis ensuite, finalement, vous allez donner plus de boulot aux premiers pour les amener à nouveau, pour trimballer ces détenus quand ils auront besoin d'aller aux urgences, etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas que dans des réflexions chiffrées. Après, mon point de vue, il n'est pas de dire il ne faut pas augmenter le nombre de policiers. Parce que dans ce cas-là, il ne se passe rien. On laisse les policiers. Mais quand on parle de l'école, par exemple. Non, on les laisse pas en difficulté. C'est juste qu'il faut partir d'un vrai constat. Quand on parle de l'école, on ne va pas se dire je vais augmenter le nombre de profs pour former plus de citoyens ou faire de la reconquête républicaine. On va former plus de profs parce qu'on va se dire que ils auront des classes moins chargées, ils pourront mieux faire leur travail, ils iront mieux, etc. Faisons pareil pour les policiers, diagnostiquons concrètement et mettons des effectifs là où il en faut. En l'occurrence, là, le vrai manque en France aujourd'hui, c'est des officiers de police judiciaire capables de traiter ce que font leurs collègues sur le terrain. Il en manque partout. Bon, et puis on découvre plein d'autres métiers à travers vos yeux. On n'a plus beaucoup de temps, mais très rapidement, j'ai découvert que vous étiez tombé amoureux d'un métier, le métier de geôlier. C'est quand même pas banal comme phrase. Le geôlier, alors il y a un geôlier qui me dit on est les pulapis du commissariat. C'est vraiment ceux qui se sentent au plus bas de l'échelle policière. Et c'est un métier extrêmement compliqué parce qu'ils prennent énormément de responsabilités. La première d'entre elles, ils surveillent les sortes de prisons qui sont dans le commissariat. C'est ça, ils surveillent les cellules. Il y a des gens qui entrent, qui amènent les détenus, d'autres qui sortent pour les interroger. Et le premier stress du geôlier, c'est de ne pas en perdre. Pas perdre. De ne pas perdre des détenus, de ne pas perdre un gardé à vue parce qu'il peut vite se mélanger. Et puis celui qui était à la 8 a été mis à la 11 par un collègue qui voulait rendre service, etc. Donc c'est un métier très compliqué. Et c'est aussi un métier dans lequel en fait gardé à vue et policiers partagent des conditions. Donc pour les uns de détention, pour les autres de travail, qui sont des conditions dans la crasse, dans la saleté, dans des odeurs horribles. Et vous leur avez donné votre regard.
Voilà. Et vous avez proposé un coup de projecteur pour ce métier souvent méconnu. Merci à vous. Merci beaucoup, Michael Cor, à lire votre enquête dans La Croix, l'hebdo au commissariat, un an au cœur de la police. Tout de suite, c'est dans l'air, bonne émission.